Francis Ngannou revient dans la cage après presque 3 ans pour prouver qu'il est toujours the baddest man on the planet. Pour le tester, le gigantesque et très dangereux Renan Ferreira qui a l'opportunité de sa vie et qui donnera donc tout dans la cage face au prédateur. Renan Ferreira contre Francis Ngannou, c'est ce samedi. L'épisode du Game Plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, la question habituelle, la question facile, qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat? Est-ce que Ngannou va lutter ou non? Ou va le boxer? Excellent, c'est genre ma question quand on parlera des game plans. Ouais. J'ai envie de commencer par Ngannou, lutte ou debout selon toi? Bah, ça nous fait un bon tease pour la suite de notre podcast et je dirais aussi Ngannou, il fait partie de ces combattants qui possèdent une aura quand ils rentrent dans une cage et donc j'ai juste hâte de ressentir cette aura et je crois aussi que Ferreira a peut-être un plus gros piège. Je vais mettre le mot piège, pas challenge, piège qu'on peut le penser. On va analyser ça après notre Tale of the Tape. Renan Ferreira, c'est 13 victoires pour 3 défaites. Il est à 7-1 au PFL et est le champion de la promotion. Parmi les 13 victoires, on a 11 KO, dont 8 au premier round, une soumission et une seule décision. On parle donc d'un énorme taux de finalisation à 92% pour cette machine du KO. L'ancien champion UFC Francis Ngannou n'a pas à rougir de cette stat. Lui aussi est une machine à distribuer des KO terrifiants. 17-3 en carrière professionnelle, il fera ses débuts au PFL après sa sortie de l'UFC sur un palmarès de 12 victoires pour 2 défaites dans la promotion. 11 KO, dont 8 au premier round également, 5 soumissions et une seule décision. On est donc sur un taux de finalisation à 94%. Les deux sont géants avec un hip ratio impressionnant. Le Brésilien mesure 2,3 m avec une allonge de 2,16 m. Il est donc 10 cm plus grand que Ngannou et aura un avantage de 5 cm d'allonge. Renan Ferreira a été très actif récemment avec 4 combats en 2023. Une décision perdue mais transformée en no contest contre Kuniev pour enchaîner 2 victoires au premier round contre Sheffel et Green. Cela lui permet de rejoindre la finale du PFL. Il y battra Goldstov dans la deuxième reprise. En février de cette année, il a éteint le champion Bellator Ryan Bader pour obtenir ce combat contre Ngannou. On doit remonter à 2019 pour citer les 5 derniers combats MMA de Francis Ngannou. Un KO premier round sur l'ancien champion Cain Velasquez. Un KO premier round sur l'ancien champion Junior Dos Santos. Un KO premier round sur Rozenstruik. La revanche prise contre Stipe Miocic, prenant la ceinture au passage et sa seule victoire par décision contre Cyril Gane pour défendre cette ceinture. Depuis, il a fait un détour en boxe où il a surpris le monde entier dans sa défaite en décision partagée contre Tyson Fury. Puis, il a perdu par KO contre Joshua en mars de cette année. Notre communauté a voté. Sur 2000 votes, nous avons 84% qui voient un retour victorieux de Francis Ngannou. Donc on va commencer par parler de Renan Ferreira. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui que c'est un géant avec un bras arrière de haute qualité qui envoie des hommes au pays des merveilles. Quand il l'envoie derrière un jab, il peut l'envoyer en contre sur un jab, il peut l'envoyer à sec, il peut l'envoyer alors qu'il est dans un triangle en ayant tapé juste avant, il peut l'envoyer en surengageant et dans tous les cas, si ça fait mouche, bah, ça éteint, c'est déconné. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit de plus qu'un très 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 bon bras arrière pour Renan Ferreira? Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut rajouter que c'est un droitier, Ouais, que effectivement c'est un contreur ouais. et qu'effectivement dans son contre, il va vraiment chercher le contre du bras arrière, donc du bras droit, de différentes manières, qui est relativement précis. Ouais. Et si on doit rajouter, je pense qu'on peut questionner son point faible, qui semble être la lutte. Ouais. Et c'est là où il a, je pense, à chaque fois perdu. Ouais, il y a plusieurs no contests qu'on peut aller voir qui sont en fait des. Alors, il y a un no Ah non, mais contest il y en a, il est incroyable ce no contest. contre Verdum. Non, ah bon, Verdun?
Contre Verdum, en fait, il le met KO en étant dans le triangle, mais quand tu regardes le ralenti, il a tapé dans le triangle et donc s'est transformé en no contest. Donc ça, c'est un no Arrête. contest assez fascinant Ah et ouais, marrant. je savais pas ça. Purée, il y a des no contests partout. Moi, je me suis arrêté à, Il en a trois, c'est énorme, hein, à Abreu et Kouniev qui ont été placés en no contest pour dopage. Ouais, Mais moi, c'est le Rizvan Kouniev. Donc, raison de la décision. Kouniev testé positif pour stéroïdes anabolisants, drostanolone, méthénélone, boldenone, 19 norandrostérone. T'as une il avait, liste de le trucs mec comme ça. avait tout. Tu dis qu'est-ce que c'est? Et donc après, je suis parti, j'ai cliqué sur Rizvan Kouniev, tu vois. Et je dis, c'est qui ce type-là? Ça doit être un monstre, tu vois. Et donc, je tape Rizvan Kouniev sur Google. Et la photo du tapologie, tu vois un gars tout bedonnant, tout gros comme ça, avec des bras tout fins. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce type, quoi? Et je dis, c'est pas possible. Tu peux pas prendre autant de trucs et être aussi gras. Puis Bah, il prend tous les trucs, mais pour regarder Netflix, tu vois. Non, et après j'ai tapé sur images, et là tu as les deux profils. Tu as la photo quand il est au PFL où le gars il est tracé, il a des épaules dessinées, il est en V avec un dos énorme, et avant dopage où il est tout gras là dans le ring, et après dopage quand il signe au Dana White Contenders où il a retrouvé son gros ventre, ses gros bourrelets. Ah non, c'est fascinant. Ouais. Franchement, regardez les photos. Il faudrait que je vous montre les 3 photos, c'est incroyable quoi. Avant, gras gros bourrelet. Après, ultra tracé. Et après dopage. Après contrôle positif au Après contrôle dopage, ouais. positif, retour à Dana White Contenders, gras comme avant, tu vois. C'est fascinant. Donc, non, non, c'est. Enfin voilà. Ouais, cette liste-là, elle était assez conséquente. Ouais. Mais oui, trois no contests, c'est assez fou. Ouais. Et donc parmi les trois, il y en a deux où il se fait lutter. Il perd à la Exactement. décision en se faisant lutter. Et sa victoire contre Gostlov, là aussi dans le premier round, il se fait sacrément Ouais, lutter il perd avant de son premier l'éteindre. round. Ouais. Et alors, sa défaite contre Ante Delija, hein, Ouais. qui était pour. Ah non, même pas pour C'est une en ceinture. demi-finale. C'est en demi-finale. C'était en Ante demi. Delija qui a par la suite gagné le tournoi. Ouais, ouais. Super boulot d'Ante Delija, qui était vraiment beaucoup plus petit. Et par contre, ça tape, quoi. Ça tape. Et effectivement, dans tous les moments où il a perdu, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que contre Fabricio Verdum, donc il a tapé, mais il était au-dessus, mais où il a réellement perdu, c'était une fois dos au sol. Ouais, ça c'est Et les clair. rounds de perdu, c'était aussi dos au sol. Ouais, ouais. Parce que je pense qu'il a vraiment ce profil de. Il s'entraîne à la Team Nogueira, donc je crois qu'il a fort confiance en son jeu au sol. Mais il n'y a pas cette logique de. Ouais, on est en MMA, quand j'ai le dos sur le sol, à moins que je fasse quelque chose de très très actif et très productif, ben, je vais perdre, tout Hmm. simplement. Perdre les rounds. Et oui, j'ai pas envie de dire il a laissé filer des combats comme ça, mais t'as pas l'impression qu'il y a un gros travail, une grosse recherche de se relever ou ce genre de choses. C'est. Oh, ben, à l'entraînement, je suis à l'aise, je me fais pas finaliser, mais le MMA, c'est pas ne pas se faire finaliser, c'est prendre les rounds Hmm. avec des Alors, actions offensives. alors, par contre, sur le dos, on doit noter quand même qu'il a des très bons sweeps. Ouais, Bon, pour un poids lourd, ses sweeps sont très bons, donc ses renversements, il en a passé 2. Je ne sais plus contre qui, hein, mais où j'étais assez étonné, dont un où l'adversaire est en demi-garde, il inverse sa demi-garde, donc il tourne le dos, et là, il part sur un renversement en montant sur la cage pour renverser la situation. ouais, Très très propre, vraiment très propre. Et puis un autre, un peu en force, mais je me demande si c'est pas contre Verdum aussi qu'il renverse. ouais. Oui, oui, Ouais, il le je pense que renverse c'est un ça, hein. Verdum. Ouais. Il renverse Verdum, bon bah c'est Verdum quand même, hein, donc c'est un excellent Jitsuka, Mhm. et je pense qu'il est relativement puissant. Je pense qu'il est relativement puissant, mais comme tu l'as dit, peut-être un jeu un petit peu trop jiu-jitsu brésilien, C'est ça. sur le dos, chercher les soumissions, chercher les renversements, et peut-être à un moment donné, bah, les limites qu'on connaît en MMA, de ne pas avoir la volonté de se relever. C'est ça. Tu vois, donc d'avoir la volonté, comme en lutte, de ne pas poser ses épaules au sol et de chercher à reprendre, de se remettre sur ses pieds, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne ceinture noire, vraiment au sol, Ah oui, mais avec les défauts qui y sont liés. C'est trop à il est l'aise dans ceinture son. noire. Il est ceinture noire sous les Nogueira, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, moi je trouve que, enfin voilà, si tu mets
tu mets ce niveau-là dans une catégorie inférieure, tu dis pas que c'est une ceinture noire, mais bon, pour un poids lourd, pourquoi pas, tu vois. Ouais, et encore une fois, c'est ceinture noire dans une cage, ça peut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. C'est à quel point tu l'as bien Mhm. adapté au MMA, et c'est pour ça et puis ça m'a l'air d'être une bonne ceinture noire Jiu-Jitsu, mais il y a une perte de niveau enfin son niveau au sol diminue par les particularités du MMA, les Mhm. frappes, les petits gants qui gênent, Oui, bien sûr. pas de grip et le scoring. Voilà, Ouais, bien sûr. il a les défauts qui sont liés à ce bon niveau et Mhm. cette aisance sur son dos. Et puis je pense, hein, comme tout combattant, vu le niveau qu'il a debout, bah, forcément, il s'est entraîné en grande majorité debout. Ouais, Et donc son sol bah, est bien moins performant que d'autres combattants qui sont un peu moyens partout, tu vois. c'est ça, exactement. Mhm. Francis, Francis Ngannou, une frappe suffit, hein. Dans son avant-dernière sortie en cage, il a montré un style plus posé, qui paradoxalement le rendait encore plus effrayant. Dans sa dernière sortie en MMA, je parle, il avait montré une lutte et un grappling vachement évolué. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui Francis Ngannou dans une cage, donc sans trop considérer son détour en boxe anglaise dont on va parler dans quelques instants. Ah bah écoute, pour moi c'est un combattant qui est arrivé alors, tard dans la cage au niveau de l'âge, tu vois, Ouais. mais tôt dans son développement de combattant. Hmm. Donc j'ai trouvé qu'il a progressé à chaque sortie. Et puis, il a une marge de progression, pour moi, vraiment extrêmement importante quand il est parti aux États-Unis et qu'il a été Chez Nick pris Sick. sous l'aile de Nick Sick, tu vois. Mhm. Pour moi, ouais, il y avait quelque chose une véritable progression. Et donc, ouais, donc comme tu l'as dit, hein, si je dois le décrire, explosivité, beaucoup plus patient sur ses derniers combats, une frappe suffit, effrayant. Son surnom, je pense, décrit relativement bien. C'est devenu un prédateur dans la cage. Ouais, Et prédateur type chasseur, tu vois. ouais. Ouais, il y Pas, a pas cette genre. patience, ce cadrage, Ah cette ouais, réflexion de quand attaquer. Son jab aussi qui a bien évolué, je trouve, ouais. Tu parles à partir de quand? à partir de Stipe, c'est sur ses 2 derniers combats. Ah, ok. Mhm. Ouais, non, moi, si tu vois, sur Gann, j'ai trouvé que son jab était pas assez présent. Ouais. Par contre, je m'attends à une vraie évolution parce que son combat contre son passage en boxe anglaise, le jab, Mhm. j'étais assez impressionné de l'utilisation de son jab face à Fury, tu vois. Ouais. Eh ben justement, là je t'ai préparé une mitraillette de questions sur les facteurs X. Je prends juste la note pour le Ah ouais, bah chapitrage. j'ai reçu ta question. Ouais, que ça tout le Mais monde sait. Cette fois-ci, on est un peu préparé. Mais tu veux avant dire les quelque chose questions, avant? Ouais. on va faire un retour sur l'évolution en boxe? Ouais, hein, Ouais, ouais, d'accord, ça va. on parle. Et si, je voulais juste te finir sur son. Moi, je me suis regardé Ngannou, donc le premier affrontement. Moi, je vous avoue que quand j'avais regardé le combat, je crois que j'avais 40. Bah, la deuxième d'Eric Cleary, je crois 49-46, tu vois. Ouais. Et en fait, ce premier round, il a été donné à Gann, mais moi je l'ai regardé ce matin, et pour moi, il était clairement à Ngannou. Francis. Il y a 2 juges qui le donnent à Gann, un qui le donne à Ngannou. Et je l'ai regardé à nouveau, et j'étais assez étonné. Moi, je trouve que le premier round, c'est lui qui le prend, tu vois. Il n'y a pas trop de. Hmm. Ah Pas trop de ouais, discussion possible. ah bah, franchement, il tape, il est dessus, enfin bon. C'est vrai, hein, c'est toujours des premiers rounds comme ça, mais en tout cas pour moi, tu sais, il y a eu la question qu'ils étaient à 2-2 au cinquième et que ça s'est joué à très très peu. Mais quand je le regarde à nouveau, pour moi, c'était pas. Ouais, il était en train de. Ce premier round était clairement pour Francis. Et je pense que Bah, ce premier round, il est assez important, et notamment le passage en anglaise, ça va être important sur notre analyse concernant son combat contre Renan Ferreira. je suis d'accord, totalement. Bon, on va y Les venir. questions. Voilà, alors j'ai plusieurs questions, on va faire ça en mitraillette. D'abord, on va appeler ça des questions subsidiaires sur des facteurs X. Ouais. La première concerne Renan Ferreira. Pour lui, c'est le combat de sa vie, celui qui peut Mhm. changer sa vie du tout au tout. Alors d'un côté, ça peut rajouter de la pression, qui peut s'avérer négative comme positif. De l'autre côté, on doit spéculer aussi sur une préparation de malade aux petits oignons et qu'il soit là pour créer la surprise. Comment est-ce que tu vois ça? Hmm. Alors,
Cette question de la pression au tout début, avant de regarder les combats de Renan Ferreira, moi, c'est des facteurs X que je prends pas trop en compte. Mhm. Puis j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, c'était un facteur X qui me semblait très important. Quand on regarde l'ensemble de ces combats, Renan Ferreira, on voit qu'il n'aborde pas toujours les combats de la même manière. Et notamment, ce qui m'a le plus choqué, je crois que c'est son combat contre Maurice Green. Ouais. Il est rentré en mettant de la pression sans aucun respect, tu vois. Bon, voilà, après, Maurice Green n'était pas une grosse menace, mais Il y avait John Jones dans le coin. ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas s'il voulait faire un clin d'œil, mais en tout cas, il l'a pas respecté, quoi. Et alors que sur les autres combats, Ryan Bader, Denis, tous les autres combats qui étaient beaucoup plus compétitifs, je le trouvais beaucoup plus mesuré, Ouais. un peu craintif comme ça. Il y a un autre combat, il finit sur un front kick, puis il renvoie le front kick, c'est son genou qui touche, je sais plus contre qui, c'est assez expéditif aussi, où il manque de respect à l'autre, enfin, manque de respect, vous voyez ce qu'on veut dire, hein, il vient pour lui marcher dessus, quoi. Ouais, il arrive comme si le gars, il y avait aucune chance qu'il puisse le toucher, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Et donc, ça sous-entend quand même que il est capable de changer sa manière d'appréhender un combat Mhm. en fonction de l'adversité, d'être Ouais. beaucoup plus craintif, d'être beaucoup plus respectueux en soi. Mhm. Euh, Conscient et des ça sera forces le et des cas. dangers de l'adversaire. Voilà. Et je pense que ça sera le cas contre Francis Ngannou. On n'aura pas. Il y aura une pression. Il y aura d'office. Enfin, voilà. Il n'y a aucun humain sur Terre, je pense, qui peut rentrer face à Francis sans avoir de pression de se faire éteindre. Et je pense que se faire éteindre, ça va encore, tu vois. Je pense que c'est plutôt quand tu tombes et que t'es plus là et que Et t'as que tu peur sais que le mec il arrive et que l'arbitre, tu vois, en plus tu vas te concentrer sur Francis, mais tu vas te concentrer sur que le référé non, soit non, pas il est trop trop loin loin, de il toi est pour trop te loin, sauver, tu vois. il est trop loin, je Va par là, recule. il est trop loin, t'es trop loin. Donc, dans les conseils pour Oui. Renan Ferreira, c'est se déplacer par rapport à l'arbitre, Ouais, c'est se ça, c'est déplacer ça. par rapport à Sauve-moi Francis. du deuxième coup fatal qui pourrait être fatal. Donc oui, pour répondre à la question, je pense qu'il y aura de la pression et ça peut être un avantage, Mhm. mais ça l'a été hein, pour Stipe Miocic. On se rappelle le premier round qu'il a fait, Stipe il a couru. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, quand le combat a commencé, je fais, oh, qu'est-ce qu'il fait ce type-là? Il est en train de donner son dos, il est en train de flipper, quoi. Et non, ça a payé, hein. Ça a Ouais, payé après parce qu'il a mis au sol et puis il lui a roulé dessus. c'est clair. Donc Sora, est-ce que ça va avoir sur l'analyse, je pense que ça aura un- un- Une petite influence. une influence sur le Mhm. résultat du combat, pas forcément. Ouais. Et donc une deuxième question dont on doit parler par rapport à Renan Ferreira, c'est l'adversité. Aucun adversaire de Renan n'arrive à la cheville de Ngannou, Mm. ni même celle des derniers adversaires de Ngannou. Comment analyser ce fait dans le sens, voilà, Renan Ferreira, il va rentrer face à quelqu'un qui a un niveau bien supérieur à ce qu'il a connu par le passé. Ouais, bah ça c'est. Je pense qu'on a quand même beaucoup d'exemples de combats. Ah, quoique. Pour moi, c'est vraiment difficile d'évaluer ce genre de choses, qu'on a eu quand même pas mal de combattants à l'UFC qui ont affronté pas forcément du top, et le jour où ils ont affronté un top, ils sont passés. Tu vois. Ils On ont avait su- établi une liste à un moment, je pense que c'était Ouais. dans l'analyse de Whittaker contre Alice Kerov, et Ouais. on avait les deux cas. Vraiment, il y avait pas Et, un truc qui sortait du lot. Il y a des gens qui bah, répondent à l'appel, à cette ouais. grande marche qu'ils prennent dans leur carrière. Et là, on a quand même beaucoup d'exemples, hein, comme tu dis, Mm. où c'est pas passé, quoi. Ouais, On a eu exactement, ça va Abdullah dans les deux Salmi, sens. on a eu Taïra ce week-end, contre Whittaker, ça a Alice été, Kerov, ouais. ouais, Alice Kirov, ça a été le cas. Donc, c'est difficile à dire, c'est vraiment, vraiment difficile à dire, et je pense que même pour le coin, donc pour le coach, le head coach du combattant, c'est difficile de savoir s'il répondra à l'appel, Mhm. même en le connaissant, tu vois. Ouais. Même en le connaissant, c'est des petites erreurs des fois, des surengagements, des. Ah, donc oui, peut-être que ça. Voilà. Est-ce qu'on doit prendre en compte ce facteur X, sachant que c'est quasi un 50-50, tu jettes ta pièce, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est parce qu'en fait,
le fait d'avoir affronté du moins bon par le passé, ça te permet de pouvoir surengager et de faire des petites erreurs. De temps en temps, une petite erreur, ça peut aussi t'amener à gagner un combat. On prend l'exemple de Ngannou contre Rozenstruik. Euh, c'est un très beau KO qui fait un highlight, mais techniquement parlant, c'est très moche, quoi. Il fait l'hélicoptère, mais ça passe. Donc de temps en temps, ça peut passer. Donc à voir ce que ça va donner. Moi aussi, celui-là, je voulais pas trop le considérer parce que comme on en avait fait l'analyse, voilà, là, tu as cité quelques exemples où c'est pas passé. On a aussi eu beaucoup d'exemples où c'est passé, notamment après notre analyse avec Nurmagomedov contre Sandhagen. Et il y a Mm. d'autres exemples du genre encore On, récemment. on va dire que les techniques sont là de toute façon. Donc le niveau technique de Ferrari, il va pas changer du tout au tout. Mhm. La question, elle va plutôt être sur la durée du combat. Ouais. Sur qu'est-ce qui va se passer au bout d'un round, qu'est-ce qui va pas se passer au bout de 2 rounds, au bout de 3 rounds. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire s'il y a un 4, c'est en synchrone, hein, C'est en 5 rounds, ouais. un 4 et un 5. Donc tous ces éléments-là, dans l'adversité, on sait ce qu'est capable de faire Francis. Mhm. On sait sa mentalité. Il a fait plus de synchrone d'ailleurs, là, en boxe Mhm. anglaise. On en Ouais. reparlera. Mais voilà, on sait comment il réagit. Par contre, Ferreira, ça on sait pas. Ouais, il y a une grosse inconnue par rapport Hmm. à ça. Maintenant, première question pour Ngannou. On l'attend depuis longtemps cette question. Le détour en boxe anglaise. Ouais. Tu vois ça comme potentiellement bénéfique, potentiellement contre-productif, ou ça dépend de certains éléments? Alors moi j'ai entendu des échos qui voyaient un point négatif sur le fait de passer en boxe anglaise parce que tu gagnais beaucoup d'argent et ça pouvait te faire obtenir du confort, tu vois. Mhm. Et donc, c'est difficile de se lever tôt le matin pour aller s'entraîner quand tu gagnes très très bien ta vie. Mhm. Ça s'entend sur certains profils, ça s'entend effectivement sur certains profils, mais moi je pense que c'est très bénéfique. Mhm. Je pense que c'est très bénéfique. Je pense qu'il y a deux choses qui sont très bénéfiques sur les deux combats qu'il a fait, malgré les deux défaites. La première, c'est l'amélioration technique de sa boxe, Ouais. la construction, ce qu'il n'avait pas euh, réellement avant. Mhm. Donc, contre Rosenstruck, qui rentre, c'est catastrophique, tu vois, c'est catastrophique. Il y a pas d'entrée, il n'y a pas de jab, ça y va, ça arrache, tu vois. Et là, on l'a vu travailler sur le noble art, travailler sur son jab, doubler les jabs, jab au corps, enfin, ouais, tu vois, il y a du travail de cadrage, il y a de la défense, donc ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Mhm. Il est capable de tenir des rounds, Ouais. et si vous faites du MMA et que vous allez de temps en temps faire de la boxe anglaise, enfin, voilà, c'est pas évident de tenir le. C'est pas le même cardio, c'est pas les mêmes muscles, la même endurance musculaire Mhm. dans les épaules, dans les bras. Et donc, ça, pour moi, ça va être un gros avantage parce qu'on a quand même un, un Francis qui se crame vite hein, sur les combats. Ouais. Moi, je trouve qu'il se crame relativement vite. Sur le combat contre Cyril, au bout de 2 minutes du premier round, il paraissait bien, bien déjà fatigué, quoi. C'est clair. Et, euh, et donc voilà, moi, c'est les deux gros points importants. Je m'attends à ce qu'il ait la capacité de bien construire son KO avec l'utilisation des jabs, avec ses déplacements, d'avoir une confiance sur son endurance musculaire, son cardio. Ouais. Euh, et puis alors, ouais, et même les in and out, tu vois, qu'il a fait contre Fury, c'est plaisant, tu vois. C'est clair. C'est clair. Moi aussi, Et je alors, voyais ça comme positif. très positif. Et alors, cette question du KO, c'est dans la question aussi, ça? C'est Oui, la ouais, deuxième. j'imagine. Tu anticipes ma deuxième question. Donc, Ouais, ça fait donc, partie aussi de savoir si c'est bénéfique, parce que là, on parle ouais. du truc. Et donc, vas-y, la deuxième question, comme ça, Mais je donc vais répondre. la question, voilà, c'est on est nombreux à se poser la question de son état après le KO qu'il a pris contre Joshua, après avoir subi plusieurs knockdowns. Hein, c'était quand même assez compliqué à voir pour les fans de Mm. Francis Ngannou. Et c'était il y a 7 mois. Donc Ouais. Alors, c'est pas il y a si longtemps. donc, je vais répondre en Deux temps. deux temps. Donc, la première étape pour venir à la première question et le lien, je pense que ce KO, il a un côté positif, entre guillemets, hein, sur son évolution du jeu, sur le fait de comprendre qu'il n'est pas un rocher, Hmm. qu'en face, s'il se fait toucher, il tombe. Et donc, ça va lui rajouter un peu de méfiance. Ouais. Cette méfiance qu'il n'avait pas forcément de temps en temps quand il rentrait. Alors si, contre Derrick Lewis, il l'avait, sa méfiance. J'allais le dire. Mais voilà, c'est aussi apprendre un petit peu l'humilité, tu vois.
Ouais. se rappeler que ça tape en face. Pour moi, il l'aurait battu, ça aurait pu être inquiétant. On aurait pu avoir un Francis qui se sente intouchable, tout puissant, Mhm. et se faire éteindre sur un combat contre un Ferreira que personne ne connaît, tu vois. C'est ça. Donc là, ça lui permet de se rappeler, ouais, Ferreira, il tape fort. Tiens, il envoie des grosses droites. La droite, j'ai été mis KO à cause de ça la dernière fois. Il va falloir que je prenne pas ça à la légère, que je sois carré sur ma défense. Ouais. Maintenant, sur cette question, est-ce que ça peut avoir des conséquences, on va dire, plus physiques, physiologiques sur lui, sur son menton, donc sa capacité à encaisser, ça. Alors si on écoute les experts comme Clément sur cette question, c'est pas tranché, tu vois. Non. Il y a pas de consensus sur la question. Il semblerait quand même que le cerveau se déconnecte plus rapidement quand il a déjà été déconnecté une fois. Ouais. Mais pour autant, il y a Mais il n'y a pas pas de encore de... fondement là-dessus. Quand on ne peut pas dire noir ou blanc, effectivement, Voilà. quand tu t'es fait déconnecter, tu vas te faire déconnecter plus vite par la suite. Et je pense qu'il n'y en aura jamais de toute façon Non, comment tu veux des faire cons- une étude là-dessus? Bah non, faudrait prendre 10 personnes et les mettre KO avec la même puissance. Paf, les 10 citons, tu vois, tu les reprends 2 mois après, boum, tu remets un KO. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais voilà, c'est comme les trucs sur les femmes enceintes, tu vois. Il y a très peu d'études sur les femmes enceintes parce que quelle femme enceinte va accepter de Mais bien faire sûr, tiens, est-ce que l'alcool est mauvais quand on est enceinte? Non, tu te bases uniquement sur la logique biologique. Ouais. voilà, bien sûr. Donc c'est pour ça. Moi, tous les trucs qui ne sont pas réellement scientifiquement prouvés, entre guillemets, je ne peux prendre ça qu'avec des pincettes. Mhm. Et donc, bah, dans mon analyse, je vais pas réellement en prendre compte, mais je comprends tout à fait que ce soit des facteurs X qui viennent s'ajouter, en tout cas dans les codes de Paris notamment, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est une inquiétude qu'on peut avoir, mais voilà, qui est pas tranchée. J'aime bien le mot que tu as Voilà. utilisé. On peut avoir l'inquiétude de l'inconnu. Peut-être que Mm, c'est néfaste, peut-être que ça changera rien. Mais j'aime bien le fait que tu rajoutes aussi cet argument de ça va le rendre un peu plus conscient que le danger existe et qu'il peut se ouais, faire éteindre lui aussi. ouais. Surtout que t'as aussi ce côté de c'est avec des gros gants, là c'est avec des petits gants. Donc voilà, il y aura un côté lucide. Mais on espère, il y a toujours je parle souvent du juste milieu entre la confiance c'est ton ami, l'excès de confiance c'est ton ennemi. Et pareil, la peur peut être ton ami, et l'excès de peur peut être ton ennemi, parce que si tu es trop dans la peur, ben, tu fais plus rien et tu es en plus en mode freeze que fight. Alors, troisième et avant-dernière question autour de Ngannou sur les facteurs X, ne plus avoir combattu en MMA depuis presque 3 ans. Comment est-ce qu'on peut spéculer là-dessus? Moi, je pense que tu es assez d'accord avec moi sur le fait que on a déjà beaucoup d'exemples de gens qui sont très loin du MMA pendant plus que 3 ans même, et puis qui reviennent et ils ont un très bon niveau. Ça dépend plus de la préparation. Ben, là dans ce cas de figure, ça se pose quand même sur sa volonté de changer, de partir sur de la boxe anglaise. Mhm. On sait que ça a toujours été son rêve, la boxe anglaise, de devenir un boxeur. Et sur ce combat, bah, il y a la question de la lutte et la question de est-ce qu'il a continué d'entraîner sa lutte, Mhm. euh, de se préparer au sol, d'être dans le sport de préhension, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné où il y a des forces contraires. Quand tu t'entraînes à faire 12 rounds de boxe anglaise, moi je vous avoue, si demain je dois faire une reconversion, j'arrête la lutte. Parce que je sais que ça va me tirer en arrière. Enfin, Mhm. ça va me tirer en arrière dans le sens où on va dire, là par exemple, je vais utiliser beaucoup plus mes triceps en boxe anglaise. En lutte, je vais utiliser beaucoup plus mes biceps, tu vois. Ouais. Entre guillemets, hein. Je vais être sur des mouvements courts et là, je vais être sur de la contraction et sur donc Ouais, t'as aussi de c'est des forces l'explosivité versus du de continu. Ouais, l'endurance ouais. et donc c'est des forces qui sont un peu contraires, tu vois. Et donc la question elle se pose sur toute cette période-là. J'imagine qu'il n'a fait que de la boxe anglaise. Je le vois mal. Enfin, personnellement, si je me mets à sa place, je vais pas combattre contre le numéro 1, les deux numéros 1, enfin le top du top mondial, Mhm. et aller m'entraîner en MMA 3-4 fois semaine. Ouais, Les gars, ils s'entraînent toute la semaine en boxe anglaise. Tu t'entraînes toute la semaine en boxe anglaise pour tenter de pouvoir rattraper le niveau, tu vois. c'est clair, c'est clair. Donc, il y a quand même eu une période pour moi où il a pas lutté, il a peu lutté. On sait qu'il a quand même des problèmes de genoux. Euh, Est-ce qu'il a kické? Bah, j'imagine que non. Enfin, vous imaginez bien que si
on va pas commencer à Non, envoyer non. des kicks quand on fait une reconversion en boxe anglaise. Donc oui, je pense que ça peut jouer. Ça peut jouer sur ces éléments-là. Ouais, donc là, encore une fois, c'est moins lié à j'ai plus combattu en MMA depuis 3 ans. C'est plutôt lié à qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 ans. Et là, comme tu t'es préparé pour la boxe anglaise, Hmm. on est plus sur, euh, Mais ouais, sur des habitudes et une structure d'entraînement qui n'est plus propice ou voilà. optimale par rapport à un futur combat en MMA. Mais attention, ça veut pas dire que ça sera négatif sur le résultat. Parce que de l'autre côté, il a progressé en boxe anglaise. De l'autre côté, on a parlé, pour moi, il a progressé sur la construction de ses KO, sur la manière de cadrer et tout. Et donc, ça se trouve, on va halluciner. Il va taper Ferreira debout, il n'y aura pas besoin de lutte et tout. Mais Mhm. la question, par contre, c'est que si Ferreira survit au premier round, si ça commence à rentrer dedans et que la stratégie, elle doit aller un petit peu comme avec Cyril Gane, de le mettre au sol, Ouais, est-ce qu'il aura le niveau, l'endurance, tu vois, tous les éléments qui lui permettent de le faire, quoi. Le ouais, grappling, voilà. ouais, Et légitime. ça, à moins d'être Su- dans son camp, ça, on peut pas le savoir. Ouais, surtout qu'à mon avis, il a pris une pause après le KO contre Joshua, donc c'est pas une préparation de 7 mois ici, c'est une préparation qui va plutôt tirer sur les 3, 4 mois. Ouais. Et puis, bah, il y a eu le décès de son enfant aussi, hein. Voilà, c'est la quatrième et dernière question de ce facteur X. On doit en parler. Mm. Francis combat pour une raison plus grande que lui. Il combat pour son fils qui est défunt. Ouais, ça date d'il y a 5 mois peut-être. Oh. Et il en fait une vraie mission. Il l'a dit, il combat pour lui, etc., etc. Est-ce qu'on doit voir ça comme un drive qui va le pousser à être une version encore plus forte qu'auparavant? Franchement, alors déjà c'est extrêmement compliqué de pouvoir se mettre à sa place, hein, même quand on a des enfants, quand on a des, Ouais, enfin on veut voilà. même pas imaginer. On veut même Non, pas non, non, imaginer. oui, clairement. Mais alors de là à se projeter, si tu perds ton enfant et 2 mois après tu te dis tiens je vais combattre et je vais utiliser ça comme personnellement j'arrive pas trop à me projeter à quel point tu vois, tu peux être un peu anéanti, tu vois. Est-ce Hmm. que je suis incapable de répondre à cette question-là, dans le sens où pour moi, ça peut être un très mauvais choix, une sorte, comme si tu voulais t'échapper d'une réalité, je sais pas, tu vois. Mhm. Te dire non, je vais faire ça et ça va me permettre de tenir, et au final, tu t'entraînes peut-être pour les mauvaises raisons. Il faut d'abord peut-être, je sais pas du tout. Et C'est de l'autre côté, peut-être que ça va être effectivement quelque chose qui va, euh, galvanisant. ouais, le raccrocher à se concentrer là-dessus, puis se permettre d'avoir que ça, entre guillemets. Parce que c'est un sport comme, tu sais, comme le disait McGregor, de, t'es Obsédé. obnubilé, tu vois, Ouais. d'obsession, ouais. T'es obnubilé, t'es obsédé par ce sport. Les champions sont obsédés par ce sport, ça c'est sûr. Ouais. Et donc, et on le sait, il y a beaucoup de champions qui ont. Une des particularités de beaucoup de champions, c'est d'avoir vécu des drames, tu vois, vécu Ouais. des enfances difficiles qui ont fait que ils ont dû déconnecter avec la réalité via le sport. C'est ça, c'était un genre d'échappatoire Une sorte qui d'échappatoire. leur permettait d'avoir justement ce single focus, ce mind single Voilà. focus, qui permet d'un peu ouais, oublier les traumas. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un peu difficile. Il semblerait que ça pourrait être très enfin positif. C'est toujours difficile, hein. Cette expérience très Oui, non, non, ok, catastrophique, tu vois, t'es pas en train de dire que devienne c'est positif sur sa vie, mais c'est non, juste sur positif le combat, sur ça l'aspect peut, sportif. voilà, sur l'aspect. Peut-être que ça va être voilà un vrai boost. Et certains combattants, certains champions, effectivement, ça a été un vrai boost. Moi personnellement, je ne sais pas du tout comment je réagirais à ça parce que enfin voilà, j'ai jamais vécu de drame ni quoi que ce soit. Mais c'est encore une sorte de facteur X, hein. Les facteurs X facteur X, c'est compliqué à voir. Pour moi, Ouais, c'est on sait que vraiment, c'est de ça la peut être tout l'un ou spéculation tout dans tous les. l'autre. Ouais, voilà. Et, euh, et voilà quoi. Ouais, Donc, c'est ça, c'est le genre de truc que tu dois considérer. Ça fait partie de la réalité, ça fait partie de la réalité de la situation. Mais à l'heure actuelle, c'est impossible de dire si ça va lui apporter quelque chose de positif voilà. ou si c'est encore une fois. On peut partir quand même du principe que nombre de champions ont eu des drames familiaux, des enfances très difficiles et se sont concentrés à 100%
pendant que quand tu vis bien, bah, tu rentres, t'es tranquille à la maison, t'as des copains et les parents, t'es content de rentrer à la maison parce que tes parents sont cool, tu manges, t'as la nourriture sur la table. Quand t'as une enfance difficile ou quand t'as vécu des drames, bah, tu préfères rester à la salle, tu préfères Mm. être chez toi plutôt que être chez toi, être au Être à la club salle. plutôt Ouais. qu'à la rue, être au club plutôt que, je sais pas moi, au foyer ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et ça peut être des vrais boosts. Donc, C'est une digression qui serait intéressante sur un autre podcast, parce que j'en avais parlé il y a pas longtemps avec je sais plus qui, sur, tu vois, quand tu es dans une famille aisée, tu as peut-être plus d'accès, tu vois, tu as accès à des meilleures connaissances, à des meilleurs coachs, à plus de matériel, à voilà, hmm, une structure qui te permet d'avoir ouais. plus de temps peut-être libre. Par contre, quand tu as connu la misère, tu as moins d'accès, mais tu as aussi cette faculté de connaître l'obstacle, d'avoir naturalisé le fait de devoir te battre contre la vie et donc d'avoir une meilleure habitude à serrer le protège-dents et avancer. Et donc, je pense que les deux situations ont leurs inconvénients et leurs avantages. Bah, par contre, ouais, on a peu d'exemples. On a quoi? BG Penn peut-être, qui est un fils Ah, bien aisé, qui avait accès à tous les. ouais, il Je faudrait crois se que renseigner là-dessus. c'est un des rares champions, ouais, BG Penn, où on lui payait ses cours privés. Je pense qu'il était une famille aisée, hein, BG Penn, hein. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est un des rares exemples. Chelsonen, non. Chelsonen a une interview méga drôle où il se fait passer pour un gars qui a galéré. Tu vois, il disait ah, il y a une année où mon père il a fait que 120 000 de chiffre d'affaires et on a dû rouler seulement dans une Merco. Enfin, tu vois, mais il fait vraiment le gars dépité et il balance des trucs comme ça. Ce mec est incroyable. Ouais, et puis après, aux États-Unis, on a des enfants qui ont des parents qui vont se tuer à la tâche pour leur Ouais. avenir, pour leur payer des stages, pour leur payer. Ça, on l'entend beaucoup aussi, c'est vrai. Des combattants qui ont performé et qui veulent tout redonner à leur mère, qui les a éduqués Ouais, seuls avec 3 enfants, ouais. en switchant entre 2 jobs, etc. Ça, c'est une histoire Donc qu'on entend souvent aussi. C'est le côté c'est pas inspirant, des peut-être, familles, de. voilà, Ouais. c'est pas des familles aisées, parce que tu peux être dans une famille aisée et tes parents ils veulent pas te payer ton abonnement au club de MMA, tu vois, et ils Ouais. vont rien te financer si ce n'est tes études de médecine. Et de l'autre côté, d'être dans une famille qui a pas d'argent et qui vont te financer tes stages, tes entraînements. Ça, on l'a beaucoup dans la lutte, tu vois, dans la lutte Ouais. universitaire, des parents qui font deux boulots, hein, littéralement deux boulots pour pouvoir payer tout ça Ouais. à leurs gosses, des cours privés. Enfin, et puis bah, en Europe, peut-être dans le foot, tu vois. Ouais. Moi, je vois des parents qui payent des cours privés à leurs gosses qui ont 6 ans, tu vois, pour les Mhm. préparer à un avenir dans le foot, quoi. C'est clair. Et l'investissement, il est énorme. 3 fois semaine, Oh, ouais. entraînement, 4 fois, non, 3 entraînements semaine, plus le match, enfin, Mhm. laisse tomber, hein. Ah, bah après, il y a des sports comme ça, genre Formule 1, c'est un sport où c'est plus les fils de riches qui y percent, évidemment. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, partie game plan. Peut-être avant ça, l'événement sera sur DAZN. On vous met les liens en description. On a un lien affilié, un lien pour la France, un lien pour la Belgique. Dans les deux cas, je serai au commentaire avec le meilleur commentateur en plus. Je ne grille pas le nom, mais le duo de commentateurs vous fera a priori plaisir. Comme je le disais, pour la partie game plan, en général, on aime bien commencer par l'underdog. Ici, j'ai envie de commencer par Ngannou parce que la grosse question se pose, lutte ou debout selon toi. La question se pose parce que, comme tu l'as dit, il a dû mettre la lutte et le grappling de côté pendant son détour en boxe anglaise. Donc, à quel point est-ce qu'il est revenu avec un bon niveau? Et la question se pose parce que, comme on l'a dit, les défaites de Ferreira ou les combats où ça a été très compliqué pour lui, c'est quand quelqu'un est venu le lutter. Donc le blueprint pour le battre, c'est tu viens, tu le luttes, tu gères un peu ce qui se passe au sol et ta victoire, elle est toute faite. Ngannou, c'est pas son style, même si c'est ça qui lui a, on va dire, donné la victoire contre Gane dans son dernier combat de MMA. Euh, et la question se pose aussi, parce que debout, moi je vois ça plutôt comme un 65-35 pour Ngannou, et avec un vrai risque sur le 35%. S'il impose sa lutte, je vois ça plutôt comme un 80-20 pour Ngannou. Donc la question se pose réellement, selon moi. Pour moi je partirais bien sur l'expérience, hein, de Francis, lui faire comprendre qu'il a toutes les armes pour le battre debout, Mhm. qu'il a toutes les armes, s'il ne le bat pas debout dans les 2 premiers rounds, de le battre à la décision, qu'il a toutes les armes pour l'éteindre au sol. Euh, Moi, je partirais quand même sur. Tu vois, contre Gann, c'est pas Francis, hein, qui a initié la lutte, hein.
c'est Cyril hein, qui est rentré au clinch et qui a fait le premier, qui est rentré dans les jambes hein, d'ailleurs. Même. Ouais. Au bout de 30 secondes, il a cherché le takedown, il a été défendu son Mhm. takedown, mais c'était assez étonnant d'ailleurs. Et en fait, on est resté un petit peu sur Francis qui a gagné grâce à sa lutte en bloquant, en mettant au sol. Mais il n'y a pas eu que ça, quoi. Mhm. Donc moi, j'aime bien la stratégie qu'il a adoptée contre Cyril, et je pense que Renan a un style un petit peu, alors beaucoup moins abouti, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais un style un peu similaire à Cyril Gane, tu vois. Ouais. Grand, long, C'est jouer de contreur, cette allonge, ouais, ouais. contreur, ouais. Accepte de se retrouver dos à la cage, relativement confiant. Mhm. Et, euh, et oui, effectivement, s'il est mis sur son dos, c'est un peu compliqué, quoi. Donc Après, des compétences. il y a pas les in and out, voilà, parce que sinon les gens vont te tomber dessus. Il n'y a pas les in Bah, and il n'y a out, il n'y pas a pas la les in and vitesse, il n'y a out, pas mais bon, l'agilité dans le quand t'es footwork, dos à la mais cage, il n'y a pas de in and out, hein. Il n'y en avait c'est pas, vrai, hein, premier ouais, round. ouais. Il a pas fait de in and out face à Francis, hein. Mhm. C'est une réalité. Donc moi, je pense que la dynamique de combat qu'il a commencé à imposer à Cyril peut être retranscrite et plutôt positif, quoi. Ouais. Donc, Avec une grosse attention sur le bras arrière, forcément. ouais. Et Mais d'ailleurs, alors, question là-dessus. Gaucher ou droitier? hein? Parce que Francis, on l'a déjà vu, Tut, on l'a tut, vu tut, combattre tut, des deux ouais, gardes. bah bien sûr que il est sûrement pas en gaucher. Il s'est mis en gaucher face Ouais, à c'est Joshua. ça. Hein. S'il y a- Coucou, coucou, quoi. Oh là là, ça c'est vraiment le truc. Tu vois, il y a la boxe anglaise, les coachs de boxe anglaise demandent aux combattants de rester dans leur garde, de pas trop switcher de garde. Tu vois. Ouais, parce qu'il y a cette expression de dire ça prend toute une vie à bien apprendre une Voilà, seule garde. Ouais. exactement. Et effectivement, moi, mes gars, je leur précise bien, effectivement, boxe anglaise, travaillez votre garde, ne commencez pas à Ouais. changer dans tous les sens, parce que le gars en face, il va être tellement calé dans sa garde que vous allez être à 50% d'une garde, 50% de l'autre, lui, il va être à 100% dans une garde. Mhm. Et vous allez vous faire éteindre. En MMA, vu qu'il y a la lutte, le grappling, le striking, les changements de garde peuvent créer encore plus de confusion face à un Ouais. adversaire. Donc pour moi, c'est essentiel de savoir boxer des deux gardes en MMA. Voilà. Par contre, en Mhm. boxe, non. En boxe, Non. à ce niveau-là, tu vois, Non. À tu- moins d'être Lomachenko qui en fait son jeu. Tu vois, c'est ça, c'est plus comme ça la question pour moi. C'est à moins d'en voilà. faire ton jeu et Lomachenko, ta c'est force. ça. Non, tu restes sur une Ouais. garde. Ouais, Lomachenko, Tyson aussi changeait de garde, hein, mais Oui, oui. c'est vraiment le jeu, c'est vraiment le déplacement et tout, mais il a quand même, enfin voilà, il a développé un jeu bien précis, mais dans du déplacement, tu vois, Voilà. pas sur les latéraux. Tout. Mais là, pour moi, c'est une énorme erreur. Donc non, pour moi, il doit rester en droitier. Il n'y a pas de changement de garde Mm. possible. Pour moi, il doit rester en droitier. Il a cette droite qui lui permet de pouvoir descendre en lutte s'il faut. Il a été extrêmement bon contre Cyril en restant droitier. Son jab est extrêmement bon. Enfin voilà, il y a la question, elle se posera. J'espère qu'elle se posera pas dans leur camp, quoi. Ouais, j'espère aussi. Parce que j'ai vu une vidéo hier où on le voyait quand même beaucoup bosser en gaucher. Après, on sait bien, hein, sur YouTube, tu mets Exactement. ce que tu veux montrer. Mm. Exactement. Donc non, pour moi, le game plan, c'est s'imposer, prendre le centre, mettre de la pression, être patient, cadrer, envoyer ce jab, Ouais. menacer par sa présence. Tu vois. Mhm. On en a parlé, menacé par sa présence. C'était pas mal ce qu'il a fait contre Cyril de travailler un peu au corps, puis de chercher un peu à la tête. Ça manquait de précision entre guillemets, tu vois. Mais, euh, mais je le vois pouvoir travailler avec ce jab, rentrer, sortir, pas faire comme l'autre là, son dernier combat, Ouais, comme Bader, ouais, comme Bader. Ryan Bader avec un jab tout éclaté au Non, sol. C'est le pire jab, franchement, c'est une cata non, quoi. ici, voilà, tu fais parler aussi ce que tu as bossé en Un jab boxe où tu anglaise, mets quoi. ta tête en Tu arrière varies comme ton ça, jab, tu ouais. mérites hein, de te faire connecter. Ouais. Mais tu vois, c'est Ça ce que je arrivera disais, pas. la peur peut être ton ennemi. Je pense que Ah Ryan ouais. Bader, il est rentré en étant conscient qu'il pouvait se réteindre et du coup, il a fait un peu ouais, le truc de j'envoie mon diable, mais j'ai peur du retour, donc, et tu Ryan t'exposes Bader, encore il est plus que rentré si dans tu la rentres cage, il s'est dedans dit pour le mettre, qu'est-ce quoi. que je fous en poids lourd, moi, qu'est-ce que je fous dans cette Mais caté. Ryan Bader, C'est il aime pas les gros punchers. C'est pour ça que je suis bien plus content qu'on ait Ferreira contre Ngannou que Bader. Si on avait Bader contre Ngannou, on ferait même pas l'analyse, je pense, parce que Mm, mm. on-
j'étais allé voir en plus cet événement à New York, enfin Newark, parce qu'il y avait Tarek Saffiedine qui combattait sur la carte. Le main event, c'était Ryan Bader contre Rumble Johnson. Ryan Bader, il rentre dans la cage, il plonge dans les jambes, mais de super loin. Il veut faire genre une low single, enfin même pas une low single, il veut faire comment il s'appelle? Allez, Randy Couture avait fait contre James Toney, là, tu vois. Chuter de loin, prendre la jambe, appuyer sur le tibia et espérer que ça tombe, tu vois. Et ça tombe pas, et puis il a pris des coups de marteau et il s'est fait éteindre comme ça. C'était là, allez, c'était ça notre main event, sérieux. Ça, Et ouais, donc ici, clairement, on peut pas tirer quoi que ce soit de ce qu'a fait Bader, parce que je crois pas que Ngannou fera la même chose avec son diable. Non, clairement pas, clairement pas. Et puis voilà, faut rester honnête. Renan Ferreira, il tape fort. Il a quand même pas su éteindre pas mal de monde, tu vois, Ouais. aussi facilement, hein. Donc ça a mis un peu de temps. Denis Goltsov, ça a mis un peu de temps. Ça a été quand c'est allé au sol. Maurice Green, bah, il y a quand même eu 4 minutes, 4,46 4,46 même, ouais. avant de se faire éteindre. Enfin, tu vois, il y a Rizvan Koniev, il était éclaté hein, debout, donc il est pas bon debout, tu vois. Mhm. Donc il y a la lutte, mais pour arriver jusqu'à la lutte, il les a pas éteints, quoi. Voilà. Ouais. Donc je m'attends à ce que Francis soit bien supérieur à pas mal de monde et je m'attends à ce que Renan Ferreira soit bien inférieur à un Cyril Gane, tu vois. Et donc justement, du côté de Ferreira, quand tu rentres dans un combat comme ça, est-ce que tu rentres avec cette vision ou cette approche kill or be killed qui permet de raccourcir un peu le déficit en compétences? Ou alors tu as une vraie stratégie d'aller gagner tes rounds? Moi, j'aurais tendance à dire que si j'étais du coin de Ferreira, je me dirais quand même que ça va être compliqué pour Francis d'avoir récupéré son cardio de MMA pour un synchrone. Donc Mhm. effectivement, il aura sûrement un cardio de boxe euh, très très bon et il sera précis et je pense que Ferreira sera quand même en grand danger sur le premier round. Je pense qu'il sera en grand danger sur le premier round et je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'on ait un Ngannou qui veuille boxer le premier, deuxième round et qui veuille prendre avec la fatigue ses rounds en lutte. Tu Ouais. vois. Et donc il y a de fortes chances que Ferreira doit vraiment travailler sur sa défense de takedown. Ouais, mettre de l'énergie dedans. Ouais. Mettre Plutôt de que je l'énergie dire, je dedans suis à l'aise. voilà. À partir du deuxième, il y aura sûrement des tentatives de takedown et il va devoir défendre, frapper, rester au-dessus et imposer un combat debout. Et on l'a vu quand on a un Francis fatigué, c'est pas terrible debout, tu vois. Ouais. Il y a des frappes qui sont un peu téléphonées, ça touche et ça pourrait être un travail de sape. Moi, j'aurais tendance à vouloir voir un travail de sape à partir du à partir du troisième round sur un Francis qui commence à fatiguer, quoi. Mhm. Ouais, moi j'avais mis si on part dans cette version structurée, c'est essayer de matraquer la jambe avant sur la même. Donc déjà il y a 5 rounds et sur la même logique que tu avais dit par rapport au grappling et à la lutte, tu as un Francis qui s'est préparé sur de la boxe anglaise, donc il a peut-être un tout petit peu moins cette habitude de travailler face à des kickers et donc venir travailler avec le kicking range, les front kicks, les low Mm. kicks. Il faut faire gaffe parce que Francis est un très bon contreur avec ses points, donc il faut bien les envoyer évidemment. Mais donc avoir un jeu axé sur j'engage avec des kicks et je contre avec de l'anglaise du côté de Ferreira. Ouais. Les contres, en fait, c'est l'arme de Renan Ferreira, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça, quoi, de le contrer, tu vois. Je pense On que est tu te mets d'accord. à risque. Ouais. Tu fais ton pull counter, tu repars, tu glisses, tu loupes, c'est, T'as pas le t'es droit à mal. l'erreur à cause de T'es Francis. mal, t'es très très Ouais. mal. Et l'un contre l'autre en fait. Hein. Un coup, enfin ici c'est vraiment le combat où un coup suffit. Je pense que la puissance de frappe de Francis, elle a rien à voir avec celle de Renan. Je pense que c'est. Ouais, mais comme on l'a déjà dit, c'est pas parce que t'es moins puissant que tu. Enfin, comment Ouais, mais dire. t'es peut-être Si ta moins puissance est puissant, mais. suffisante pour mettre un KO, tu t'en fous que l'autre soit plus puissant parce que si. Oui, mais il faut Mais quand même rentrer dedans pour oui, il frapper. faut Tu oser, vois, il pour faut oser. Mais dans les deux cas, il faut oser. un contre où tu mets KO, il faut que tu t'engages dans Bien la sûr, frappe, tu vois. bien sûr. Mais il y a Tu peux ce que je veux dire pas. par là, c'est il y a ce côté. Ngannou, il peut pas se dire, je suis plus puissant que lui, donc je peux favoriser l'échange parce que comme il y en a qu'une qui suffit du Non. côté de Ferreira aussi, il y a Oh, un bah, danger et je vice pense pas versa. qu'il fera ça, tu vois. Ouais.
Mais je pense que c'est quand même des ouvertures où il pourrait se prendre une frappe et se faire éteindre, hein, Ferreira, hein. Ah oui, oui, bien sûr. S'il commence à se dire je vais pouvoir boxer dans la boxe de Ngannou, c'est Ouais. chaud, quoi. Ah C'est ouais. chaud, c'est très chaud. Donc non, moi je pense personnellement qu'il doit se déplacer, premier round, un petit peu la stratégie que voulait faire Cyril, tu vois, vouloir Mhm. peut-être un peu clincher et tout, mais par contre, il va falloir en termes de lutte, euh, pas se retrouver en dessous, quoi. Voilà. Clairement pas se retrouver en dessous. Il y a pas un monde où tu dois te retrouver en dessous de Francis, et je pense aussi hein, pour Ferreira, c'est pareil, on a vu qu'il tapait vraiment fort. Ouais. C'est des gars, il n'y a plus de jiu-jitsu hein, quand tu te prends la patate d'un gars de 130 kilos, quoi. De ce gars de 130 kilos en Hein? plus. De ce gars de 130 kilos. Ouais, et puis même Ferreira, hein, il a éteint en Ouais, étant ouais. au-dessus, donc... Ouais, non, non, c'est. mm, mm. c'est- Moi, j'aurais tendance à dire pour Ferreira de se déplacer, d'utiliser son jab, de beaucoup de feintes, peut-être accrocher pour mettre au clinch, mais pas trop Hmm. pour reprendre son centre. Attendre que ça se fatigue. Il faut survivre les deux premières minutes. Attendre que ça se fatigue. On peut parier sur un Francis qui dépense un peu trop d'énergie au début. S'il se sent un peu en confiance, il l'a déjà montré qu'il était capable de perdre de l'énergie en se sentant en confiance contre Stipe Miocic, d'une certaine manière contre Cyril Gane, hein. Moi, je trouve Ouais. qu'il a utilisé beaucoup d'énergie, des frappes puissantes. Et voilà, il a un physique, c'est à double tranchant, quoi. C'est Ouais. un physique fatigable quand même, hein. Ouais, et d'ailleurs, du côté de Ferreira, il y a ce petit élément aussi qu'on peut rajouter, c'est que lui est au courant de ce combat depuis plus longtemps. Mm. Enfin, pas depuis plus longtemps que Ngannou. Ngannou savait aussi que c'était le combat qui allait venir, mais il était concentré sur autre chose. Alors que Ouais. Ferreira, en début d'année, dès qu'il a gagné contre Bader, il était en mode, ok, je me prépare pour Ngannou. Mm. Donc il sait qu'il y a un 5 rounds qui arrive à un moment, donc ça fait longtemps qu'il peut se préparer Bah oui, justement à être capable de tenir sur 5 rounds. Ça fait très longtemps qu'il a peut-être établi sa stratégie justement c'est clair. autour de comment gérer ça. Donc ouais. Bon ben Ouais, c'est nickel. Et écoute, ouais, et je pense quand même que Ferrara devra un peu, je vais pas dire improviser, mais il va falloir adapter aussi le game plan en fonction de ce qu'il y a. ouais. Est-ce que la boxe de Ngannou a réellement progressé? Et dans ce cas-là, ça sous-entend qu'en lutte, il sera peut-être un peu moins bon. Est-ce que il va vouloir lutter dès d'entrée de jeu? Dans ce cas-là, il va falloir pas se remettre sur le dos et défendre, et laisser Francis se fatiguer à chercher à mettre au sol. Et je pense qu'il y aura quand même de ça, quoi. Mhm. Parce qu'il y a la surprise des 3 ans. Voilà. On en arrive à prono. Ici, on Ah va oui, c'est partir vrai, hein. sur le petit jeu là. Si unibet.fr t'appelle et te demande de sortir les codes de Paris, qu'est-ce que tu nous dis? Parce que j'ai regardé hier, c'était pas sur. En général, on a le PFL, mais c'était pas encore sorti en tout cas. Donc voilà, sur Hmm. unibet.fr, il n'y a pas de code, donc tu peux les définir, Brian. Ouais, et toi, tu dirais quoi, toi? J'ai ma cote, hein, mais j'aimerais bien savoir, toi, ce que tu... Alors moi, je me situe entre 65 et 70 pour Ngannou. Ah ouais. Ah, ça va, je pensais que moi, j'avais mis 60-40, tu vois. Ah ouais, ok. Ah ouais. Plus serré Euh, que ça encore. un peu plus... Enfin, pas, j'ai pas envie de dire respectueux, mais un peu plus piège, combat un peu plus piège. Je voyais un combat un peu plus piège. En fait, quand tu regardes à l'international, Ouais. c'est un 80-20 pour Ah oui. Ngannou. Donc moi, j'ai fait mes cotes avant d'aller voir. Euh, et j'étais là, je sais, oh ouais, ok, les gens se rendent pas compte à quel point Ferreira peut être un piège. Euh, en plus, avec tous les facteurs X dont on a parlé. Donc j'étais assez surpris de voir le 80-20. Et c'est 80-20 à l'ouverture qui plus est, hein, à l'ouverture qui plus Et est. maintenant? Ah bah tiens, en le disant, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je regarde. Ah ouais. Donc ça a ouvert à 80-20. Ah, ça s'est resserré, voilà. Donc ça Ouais. se resserre un peu plus vers ma... attends, moins 300 on est maintenant. Je regardais ce que ça représente. Hop, moins 300. Ouais, aujourd'hui on est entre 70 et 75. Hmm. Et moi je suis entre 65 et 70, donc je suis Bon, un après, peu faut... plus Ouais, mais mesuré, et toi t'es encore plus mesuré. Bah, je suis plus mesuré, c'est poids lourd aussi, hein. Ouais, C'est poids lourd, quoi. Donc, poids lourd avec... Enfin tu vois, et là c'est poids beaucoup lourd d'inconnus. capable d'éteindre sur une frappe. Bah oui.
et capable d'éteindre ou capable de ne pas éteindre, et que le combat dure dans le temps. Ouais, ouais. Et voilà, avec toutes les inconnues qu'on a sur cet aspect-là, quoi. Yep. Sur la fatigue qui peut s'accumuler d'un côté comme de l'autre. Écoute, ben moi je trouve ça bien, hein. Moi je t'avoue que ça me rassure un peu plus parce que enfin voilà, j'aime beaucoup Francis et donc j'espère qu'il gagne, tu vois. Ouais. Donc c'est des combats qui sont un peu, enfin moi je le voyais un peu plus en danger que ça. Ouais. J'espère me tromper. Bah, en fait, t'espères que les cotes de Paris ont été bien faites. Après, je pense que les cotes de Paris, encore une fois, hein, ont été un peu sorties avec un si gros écart parce que Bah, les gens se disent tout le monde connaît Ngannou, personne ne connaît oui. Ferreira, donc on doit le mettre plus favori. Donc ils ont peut-être fait plutôt que faire un plus 5%, ils ont peut-être fait un plus 10% par rapport à ce que eux pensaient. Et donc Mhm. là, ça s'est équilibré sur le 70-30. Ouais, ça se rapproche du 70-30 qui est potentiellement Ouais, voilà, plus la juste. version plus universelle ou allez, des connaisseurs, des parieurs. Hein. Mhm. C'est comme ça qu'on a vu le- les, Mhm. les mouvements des cotes. Et effectivement, moi, je pense qu'il faut respecter les risques que représente Mhm. Ferreira. Donc, je suis même très satisfait de t'entendre dire 60-40 parce que j'avais un peu peur d'être le mec tout seul là à dire 65 ou 70 alors que tout le monde s'aligne au 80. Mais c'est vrai que j'avais pas regardé les mouvements et donc c'est aussi un peu rassurant Ouais, de en voir un quand même que sens. ça se rééquilibre. Ouais, ouais. Voilà, qu'il y a 7,5% qui ont bougé en faveur de Ferreira par rapport au code Ouais. d'ouverture. Et après, encore une fois, ça se trouve, t'es dans le camp de Francis, tu sais que c'est un 80-20, voire Ouais, un peut-être, 90, parce que peut-être. le gars, il est imprenable, tu vois. Peut-être. Ouais, Du coup, ouais. officiellement, prono et préférence, ben ouais, préférence comme toi, hein, Francis Ngannou, j'aime beaucoup son histoire, j'ai envie Mhm. de le voir gagner, j'ai envie que, surtout, ça paraît bête, mais ce petit truc dont on a parlé, enfin ce petit truc, non, voilà, Gros truc. le fait qu'il combatte pour son fils et tout, t'as envie qu'il y ait ça dans son histoire, qu'il puisse, je crois que c'est un lien qu'il garde avec lui, et donc pouvoir avoir cette victoire, voilà, ce sera une réussite en soi, et ce sera fort une émotion positive, Mhm. je pense, pour lui. Et alors, mon pronostic, c'est Ngannou par Kimura. Ah oui? Ouais, je déconne pas. Sérieux? Je la sens venir. Il a une victoire par Kimura à l'UFC, hein, Francis Ngannou. Ouais, Il est c'est vrai. capable de Et il a l'arracher. pas eu à 100% fight aussi? Ah, peut-être qu'il en a même deux du coup. Et j'ai vu un Ferreira se faire, je sais plus dans quel combat, mais se faire bien menacer une Kimura. Donc, c'est le genre de truc qui, à mon avis, ne passe pas inaperçu aux yeux de Nick Sick. Et ouais, j'avais envie d'avoir un prono un peu fun sur ce combat. Donc, ouais, Ngannou Kimura. Écoute, non, moi je le vois mettre alors Un soit KO. un KO, soit un TKO, tu vois. Ouais. Et ouais, bah je vois Francis l'emporter, hein, clairement. Ok. Mais de quelle manière là ouais, je le vois l'éteindre. Je le vois l'éteindre, clairement. Un petit Attends, overhand. je regarde si c'est bien avant Ah ouais, parce UFC. que quoi Ah sur non, Tapology? il y a une soumission, mais c'était au SHC par guillotine. Oh, elle est sale, Ah, celle aussi. ou une guillotine de Ngannou, j'aimerais pas être dedans, mec. Ouais, ça aussi, hein. Et Mais ouais, parce franchement, qu'en fait, tu prends des risques sur Kimura, mais soumission. ouais, Imagine qu'il gagne par soumission, moi je te dis chapeau, tu vois, déjà. Rien que ça, ouais, c'est. la tentative d'amener au sol de Stipe dans la revanche, tu vois un Ngannou qui menace la guillotine, t'as directement Stipe Ah qui ouais, sort sa tête comme ça, là, non, qui t'as pas envie dévisse. d'être là-dedans, hein. Non, vraiment pas, vraiment pas. Bon, ben Écoute, on a, et voilà, pronostic. Moi je pense KO TKO, toi tu penses soumission, et entre parenthèses Kimura, tu vois. voilà. Ouais, ça va. Parfait. Les amis, un tout grand merci d'avoir suivi notre analyse de presque 1 heure sur un combat qui pourrait durer 20 secondes. C'est clair. Voilà, ceux qui regarderont ça sur DAZN, le lien est en description, vous m'entendrez aux commentaires. Brian, merci beaucoup, à très vite. Ciao tout le monde.